Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur. Le Minimag dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Au programme cette semaine, comme tous les 15 jours, nous ferons un tour de l'actualité marquante de ces 15 derniers jours, plus exactement de cette dernière semaine, voire de ces derniers jours, puisque vous le verrez, une grosse partie de nos actualités sera consacrée au Brésil. Le Brésil, nous y reviendrons peut-être dans l'interview d'Arthur Portier qui nous expliquera quels sont les game changers sur le marché et les marchés financiers agricoles. Et puis pour clore en beauté cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur, nous serons avec Mathieu Driol, le fantastique Mathieu Driol, qui dans sa commo du jour nous expliquera quels sont les probables mouvements auxquels il faut s'attendre sur les deux matières premières qu'il a sélectionnées pour nous. Je vous le glisse à l'oreille, secret de Polichinelle, c'est le rapeseed et le blé meunier. Mais avant de retrouver l'ensemble, vous allez un peu vite en régie quand même, avant de retrouver l'ensemble de nos rubriques, de nos experts, et je vous propose de faire un détour par l'actualité agricole de ces derniers jours. Et on part sans surprise en Inde, puisque les prix du riz basmati de la nouvelle campagne ont bondi cette année en raison de la forte demande des principaux acheteurs mondiaux du Moyen-Orient et d'Europe, obligeant les acheteurs de gros sur les marchés financiers à payer entre 10 et 15% de plus que l'année dernière. La décision du mois dernier de réduire le prix plancher des exportations de riz basmati de 1200 à 950 $ la tonne a déclenché une vague de contrats d'exportation, boostant ainsi la demande et faisant monter les prix sur la plupart des marchés de gros des principaux États producteurs de céréales. Et au Brésil, la production de café devrait atteindre un niveau record de 74,24 millions de sacs de 60 kg pour la récolte 2024-2025, dépassant ainsi le précédent record enregistré en 2020-2021, selon un rapport publié en milieu de semaine par le courtier EdgePoint. Ces projections sont les premières qui modélisent l'état de la production pour la saison à venir, et alors que la majorité des analystes qui suivent le secteur s'attendent à ce que la production soit effectivement plus importante en 2024-2025 par rapport à la récolte actuelle, ils ne pensent pas dans leur majorité que cette production pourrait atteindre des niveaux records. Il faudra donc être attentif aux prochains papiers, aux prochains rapports qui seront publiés par les différents acteurs. Mais en tout cas, pour l'analyste de EdgePoint, les facteurs qui ont un impact sur la croissance des volumes de production sont la non-uniformité des précipitations, des températures quotidiennes plus élevées à cause d'El Niño, mais pas à des niveaux records, et enfin une bonne couverture foliaire. Enfin, on reste au Brésil pour cette dernière actu où le pays devrait produire un record de 677,6 millions de tonnes de canne à sucre au cours de la saison 2023-2024, selon un rapport publié mercredi dernier par l'agence gouvernementale CONAB. Cela représente une augmentation de 10,9% par rapport à l'année précédente, et ces niveaux dépassent l'estimation précédente qui était de 652,9 millions de tonnes en août. Qu'est-ce qui explique ces nouvelles estimations à la hausse ? Des conditions météorologiques favorables et des rendements améliorés qui sont donc à l'origine de cette production impressionnante de canne à sucre, ce qui a entraîné une augmentation annuelle de 27,4% de la production du sucre au Brésil, premier exportateur mondial de sucre, atteignant un sommet historique de 46,88 millions de tonnes. On marque une rapide courte page de publicité. Juste après, comme promis, nous retrouverons en duplex Arthur Portier, Arthur qui est Commodity Analyst chez Retail et qui va revenir pour nous, notamment sur les nouveaux catalyseurs, les nouveaux drivers des marchés agricoles. A tout de suite sur Téléfinance. Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance dans notre bimensuel dédié aux matières premières agricoles. Il est l'heure désormais de retrouver notre invité, Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes commodity analyste chez Agritel et on va revenir avec vous sur pas mal de sujets ce matin, mais surtout dans un premier temps sur celui de la France, puisque la France était en retard dans ses exportations, malgré, la dernière fois vous nous l'expliquiez, une qualité de blé plutôt bonne. Ceci étant, on voyait à l'étude des données que la France prenait du retard. Est-ce que la France retrouve des couleurs sur les marchés mondiaux, Arthur ?
Alors depuis le début de la campagne, c'est-à-dire depuis grosso modo début juillet, on avait un manque de compétitivité des origines françaises vis-à-vis des origines mer Noire et principalement russes. On le sait, les Russes font une campagne d'export record, plus de 4,5 millions de tonnes mensuelles depuis début juillet, donc ils prennent beaucoup de parts de marché sur la scène internationale. Et ce manque de compétitivité des origines françaises nous a mis en retrait sur la scène internationale et a expliqué en grande partie la baisse des prix que nous avons eus, puisque les cours du blé ont cédé du terrain sur Euronext notamment, pour passer même sous les 230 euros la tonne dernièrement. Et sur ces niveaux-là, on revient à parité avec le blé russe et automatiquement, on est en train de retrouver quelques parts de marché. Alors, il en faudra beaucoup plus sur la seconde partie de campagne, c'est-à-dire sur le premier trimestre notamment 2024, puisque nous sommes en retard dans les exportations, vous l'évoquiez. On estime aux alentours des 33% l'objectif export atteint à fin décembre, contre plus de 55% habituellement à cette période de l'année. Donc le retard est là. La baisse et l'ajustement des prix a été réalisé. On retrouve un petit peu de demande sur la scène internationale, mais il en faudra davantage. Alors, on comprend effectivement que la Russie a été au centre des déséquilibres de marché pendant pas mal de temps. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent la situation actuelle sur le marché des céréales, puisque comme vous l'avez dit, le marché mondial des céréales est chahuté déjà depuis quelques temps? Alors nous avons eu, sur les origines européennes, on l'évoquait, donc la baisse de nos exportations, qui est liée à un manque de compétitivité, qui lui est également lié à une parité euro-dollar qui est passée de grosso modo 1,05 à 1,10 dernièrement, et donc qui dit renforcement de la parité euro-dollar dit automatiquement perte de compétitivité pour les origines françaises et de surcroît européennes. Donc il y a eu également ce facteur-là, et dernièrement, on a aussi une montée en puissance des exportations de la part de l'Ukraine, qui a décidé depuis le 15 septembre d'exporter via la mer Noire, donc avec principalement Odessa, une décision de manière unilatérale. Ce n'est pas un retour dans le corridor céréalier qui avait été négocié avec les Nations Unies, la Turquie et la Russie. Et donc il y a une montée en puissance de la part de l'Ukraine et des opérateurs ukrainiens. Ces voies alternatives qui ont été le train, le camion et le fluvial, voie le Danube, restent d'actualité et s'ajoutent à ces derniers les exportations via la mer Noire, avec d'importants volumes, notamment de maïs exportés à destination de la Chine. Donc tous ces éléments-là ont pesé sur les matières premières agricoles et notamment les céréales ces dernières semaines. Vous évoquez la Chine. Est-ce que les importations... Alors la Chine qui est en difficulté économique, tout le monde le sait, notamment du fait de sa faible demande intérieure, est-ce que ça a des répercussions sur le marché des céréales, Arthur ? Alors sur le marché des céréales, la Chine agit actuellement de manière assez importante, et ça dénote justement avec la situation économique du pays, puisqu'elle concentre d'importantes importations, que ce soit sur le maïs. Ils ont importé beaucoup de maïs brésilien ces derniers mois. Ils commencent à switcher vers du maïs américain qui devient également moins cher, et également du maïs ukrainien, je l'évoquais, avec plus de 500 000 tonnes importées sur le mois de novembre. Donc la Chine, d'un point de vue matières premières agricoles, que ce soit en préparation d'éventuelles sanctions, que ce soit pour des raisons de reconstitution de stocks et de sécurité alimentaire dans le pays, est présente sur la scène internationale aux achats, et a d'ailleurs participé aux achats français, puisque plus de 2 millions de tonnes de blé ont été importées et qui vont charger entre le mois de décembre et le mois de mars 2024. Donc la Chine a été également présente pour des achats de blé français, ce qui est quand même notable, puisqu'il y a quelques années, nous n'exportons rien vers l'Empire du Milieu. Alors, est-ce qu'il y a un nouvel acteur qu'il faut prendre en compte ? On a parlé dans nos actualités du rôle de la position du Brésil, que ce soit sur le sucre ou sur d'autres matières. Vous venez de nous dire que le Brésil était également donc un pourvoyeur de céréales, et notamment à destination de la Chine. Est-ce que le Brésil va prendre de plus en plus d'ampleur dans les échanges mondiaux ? Alors le Brésil a déjà une place évidemment extrêmement importante, et ça depuis bien longtemps, sur la partie sucre, par l'intermédiaire justement du développement de la canne à sucre, qui sert à la fois à l'éthanol, à la fois à l'énergie avec les résidus de canne à sucre, mais également au sucre en lui-même. Donc le Brésil a déjà fait son trou sur la scène internationale pour cette commodities-là. Après, sur d'autres matières premières comme le soja et le maïs, le Brésil a déjà une place considérable. Et c'est d'ailleurs un élément
extrêmement important à regarder à court terme puisque les semis de soja se déroulaient de manière délicate dernièrement avec du sec qui était concentré notamment dans certaines régions. Et on le sait, le Brésil a 2 récoltes, une safra, une safrinha, c'est-à-dire qu'ils vont semer des maïs derrière les sojas au mois de février. Et il s'avère que si les sojas, le cycle de développement de soja est en retard, comme c'est le cas actuellement, ça pourrait décaler les semis de maïs et la corrélation est extrêmement bonne entre la baisse du rendement et le retard pris dans les semis de maïs. Donc déjà des inquiétudes sur un pays qui compte maintenant dans l'échiquier agricole mondial. Alors des inquiétudes au niveau du Brésil, mais également en France, puisqu'on va rebondir sur la France, c'est l'inquiétude autour des semis de céréales, puisque ça n'a échappé à personne, ça fait un mois qu'il pleut quasiment tous les jours. Du coup, par la force des choses, est-ce que donc les retards, les semis prennent du retard, est-ce que quelles vont en être les conséquences et est-ce que ça peut être grave, Arthur ? Alors nous sommes à 83% de la solde de blé d'hiver semé. Les chiffres viennent de tomber ce matin selon France Agrimaire, quand habituellement on est davantage aux alentours des 95%. Donc on est en retard de plus de 10 points par rapport à d'habitude en raison de conditions climatiques adverses. Donc on devrait avoir des surfaces qui ne seront pas semées. Les producteurs sont obligés de revoir leur assolement et c'est notamment le cas dans le sud-ouest où il reste plus de 50% des blés à emblaver. Donc oui, il y a du retard. La dernière année où nous avions eu du retard ainsi, c'était en 2019 où 600 000 hectares n'avaient pu être semés. Donc on regarde de près ce chiffre-là qu'il faudra ajuster puisque la fenêtre de tir reste encore ouverte. On se donne jusqu'au 10 décembre grosso modo. Mais on le sait, au-delà des surfaces, on devrait déjà avoir une perte de rendement parce que les conditions d'implantation ne sont pas optimales à l'heure où on se parle. Donc on part déjà pour la récolte 2024 avec un certain handicap. Avec un certain handicap et pour que la boucle soit bouclée, on parlait en introduction des exportations françaises qui avaient du mal à atteindre leur niveau précédent. Est-ce que dans ces cas-là, par la force des choses, avec ces semis qui prennent du retard, plus de 10%, ça commence à devenir assez important. Vous donnez en deadline le 10 décembre, donc c'est la semaine prochaine quasiment. Est-ce qu'on commence à anticiper chez Agritel des problématiques à l'exportation ? Alors aujourd'hui sur les exportations, la principale incidence elle serait sur la seconde partie de campagne où il va vraiment falloir regarder de très près si la baisse et les ajustements que nous avons faits là seront mis à profit par les acheteurs internationaux qui sont pour beaucoup en retard pour essayer de redorer un petit peu l'image du blé français. Mais sans quoi non, pour la prochaine campagne tout reste ouvert. La Russie, il reste encore énormément de choses à faire mais au regard des surfaces est attendu aux alentours des 90 millions de tonnes de production pour 2024. Donc on le sait, l'environnement est chahuté, il se passera évidemment quelque chose sur les marchés d'ici là, mais ce qui est important, c'est une nouvelle fois de montrer la place de la France sur la scène internationale et notamment sur la partie export. Écoutez, merci beaucoup Arthur pour toutes vos explications claires, précises, concises. Vous êtes commodity analyst chez Agritel et avec nous, de temps en temps, on aimerait plus souvent. Merci beaucoup Arthur d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. De notre côté, on marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du Minimac de l'acheteur avec l'extraordinaire Mathieu Driol. A tout de suite sur TV Finance. Nous sommes de retour dans cette nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Et pour finir en beauté, je suis en duplex avec le très cathodique Mathieu Driol. Bonjour Mathieu. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. On va commencer votre commo du jour avec le rapeseed. Alors vous allez nous expliquer en français ce que c'est déjà le rapeseed peut-être dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, parce que moi déjà je ne sais pas. Et ensuite dans un deuxième temps, vous allez nous dire, puisque le rapeseed évolue en milieu de canal actuellement, du coup par la force des choses, est-ce que la tendance serait plutôt haussière ou baissière ? Alors le rapeseed, c'est le colza tout simplement, ou en tout cas, c'est ce qui cote sur le marché européen. On aurait un équivalent du côté des États-Unis, en fait plutôt du Canada avec le canola. C'est sensiblement la même chose. Et graphiquement, on a eu un petit quelque chose d'intéressant. Ces dernières semaines, en fait, on avait testé et rebondi sur le support majeur aux alentours des 380. C'était un premier signe de force, une réaction haussière assez manifeste. Une petite phase de consolidation intermédiaire plus tard sous la résistance à 53,50. Et bien maintenant, ce niveau semble être en passe d'être débordé. Ça, c'est un premier signe de force. Ça indique quoi ? Une volonté manifeste des cours de remonter vers le haut de l'intervalle, vers le haut de cet grand intervalle d'évolution à plat
entre 380,25 et 520,75 avec une cible intermédiaire aux alentours des 480. Donc on a un petit potentiel de hausse, ma foi, notable. En tout cas, à court terme, à moyen terme, là c'est un peu plus compliqué. Et c'est vraiment 520,75 la zone clé de l'analyse. Si les cours franchissaient cet obstacle et sortaient par le haut de cet intervalle, ça libérerait un potentiel de hausse d'environ la taille de l'intervalle, soit 140 points reportés à 520. On verrait les cours aux alentours des 660. Ça c'est sur un horizon de temps long, puisque la figure elle a mis pas loin d'un an à être formée. On aurait potentiellement devant nous au moins 6 mois de hausse. Donc on est sur une vision pour l'été prochain. On n'en est pas encore là. Il faut déjà aller à 520,75 pour essayer d'aller déborder ce niveau. Donc à court terme, plutôt un mouvement de hausse. Ok, très clair. Mais chaque chose en son temps, si je comprends bien. On va basculer sur le blé. Alors le blé meunier, et il semblerait qu'un rebond soit en cours. Oui, les cours, en fait, là aussi, essayent de construire quelque chose. Alors, c'est pas encore flagrant, c'est pas encore validé. Petit souci. Voilà, c'est pas encore validé, c'est pas encore flagrant, mais on est en fait au 3e test de ce niveau de support majeur aux alentours des 215. 3 tests d'un niveau, c'est assez rare, en tout cas c'est très significatif, ça montre vraiment l'importance de cette zone de support. À chaque test de ce niveau, on avait eu des réactions haussières assez manifestes. Pour l'instant, c'est encore un petit peu ténu, mais on est obligé de prendre ça en ligne de compte. Donc, on doit s'attendre à une première phase de reprise vers le dernier sommet descendant à 245,25. Là aussi, un petit peu comme sur le colza, on va dire que le niveau important, c'est le dernier sommet descendant majeur à 265,50. Donc là aussi, on a un petit potentiel aussi à court terme pour aller chercher les résistances et pour aller valider le fait qu'elles soient haussières ou non. À moyen terme, néanmoins, j'ai pas de retour. Mathieu, en tout cas. Ah, allô ? On vous entend bien, ouais. Ah, d'accord. Et moi, j'entendais plus rien. Donc un potentiel haussier de court terme vers 245,25, 265,50, c'est le niveau fort à moyen terme. C'est l'équivalent du graphique précédent. Là aussi, si on franchit ce niveau, on retrouve, on va dire, 50 points de hausse. Donc en fait, colza et blé, à peu près des combats similaires, avec une légère préférence pour le colza tout de même, qui a, semble-t-il, lui, déjà déclenché une phase de rebond, donc il est un peu en avance, il est un peu plus fort. Il est un peu plus fort, mais donc écoutez, les mouvements sont effectivement à suivre. Je vous remercie Mathieu, l'optimisme à court terme, optimiste à court terme, que ce soit sur le colza ou sur le blé meunier. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin, vous êtes analyste senior chez Day by Day, et nous, écoutez, on clôt cette nouvelle édition de votre bimensuel dédié aux matières premières agricoles et au monde agricole. Je vous souhaite une excellente journée, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition du Minimac de la lettre de l'acheteur. Très bonne journée sur Téléfinance.